Bonjour, dans cette première vidéo, qui constitue un support utile pour les étudiants de génie minier et dans mon TP hydrogéologie et en particulier et d'autres étudiants en sciences de la Terre donc en général. Donc ce support servira d'aide mémoire et pourra être complété par des notes personnelles et des exercices qui sont effectués donc en salle de travaux pratiques. Dans cette première vidéo, nous allons faire un rappel des éléments topographiques, puis nous allons étudier les cartes topographiques qui permettent de décrire donc avec précision des différents éléments du relief, et dans une deuxième vidéo, nous abordons la suite de TP, donc la carte piézométrique, qui nous permettra de comprendre le comportement de la surface de l'eau. Alors, l'objectif de ce TP est la connaissance de la carte topographique en courbe de niveau. D'abord, les éléments fondamentaux de la carte topographique, la méthode d'utilisation et la réalisation d'un profil topographique à la fin de la vidéo. Alors, d'abord la carte topographique. La lecture correcte d'une carte topographique est nécessaire avant tout travail d'exploitation d'une mine. Donc, creusement d'un forage ou construction d'un pont. Donc, n'importe quel travail relatif aux sciences de la Terre d'une manière générale. Donc, un ingénieur ne peut pas commencer de construire quoi que ce soit sans lire dans une carte topographique et faire un profil topographique. Autrement dit, donc, elle est indispensable pour ceux qui vont faire des sciences de la Terre, d'exploitation des ressources minérales comme profession. Alors, la carte topographique, par définition, est la représentation sur un plan avec une échelle donnée d'une partie de la surface de la Terre avec ses formes et son modelé. La carte topographique permet non seulement de représenter le relief, mais également de se repérer et de s'orienter sur le terrain. Alors, une carte topographique est un ensemble d'informations, soit à l'intérieur, donc à l'intérieur de la carte, ou à l'extérieur donc de ce cadre-là. À l'extérieur, qui sont utiles pour bien sûr comprendre et utiliser donc cette carte. Prenons par exemple celle que vous avez devant vous, donc une carte topographique des Iuzu. Donc on voit plusieurs informations. Parmi ces informations qui sont à l'extérieur, on trouve bien sûr le titre de la carte, d'accord. On trouve l'échelle, donc ce que vous voyez ici, donc c'est une échelle graphique et l'échelle numérique juste en dessous. On trouve aussi la légende qui est la clé qui lit, donc grâce à elle on lit toutes les informations qui sont à l'intérieur de la carte. Et bien sûr la direction de notre carte. Donc dans cette direction, nous avons deux types de direction. Donc nous avons le nord géographique et nord géographique qui est toujours constant, et nord magnétique, bien sûr, que vous savez, il bouge avec donc la direction de champ magnétique. Alors, que signifient toutes ces couleurs dans une carte? Donc, en première vue, pour les apprentis, ils peuvent donc se perdre facilement, mais dès qu'on commence à connaître les couleurs conventionnelles, donc les informations sont très faciles. Donc, diverses couleurs apparaissent sur une carte
et chacune d'entre elles désigne des types de caractéristiques différentes. Donc ces couleurs sont conventionnelles. Donc ils sont conventionnels, ça veut dire tout le monde entier travaille avec ces couleurs, ce qui facilite la lecture de la carte partout dans le monde. Alors, le noir représente des entités artificielles comme des bâtiments, les chemins de fer, les lignes de transport et d'électricité. Il sert également à indiquer les noms géographiques, ou ce qu'on appelle la toponymie. Donc d'une manière générale, donc elle représente ce qui est fait par l'être humain. Donc, et certains symboles aussi, les coordonnées géographiques, voilà, les coordonnées géographiques que vous voyez ici, donc bordure de la carte, ici de coordonnées géographiques, et les altitudes ou bien précises. Donc ici ils ne sont pas à 1. Donc vous pouvez voir des petits chiffres à l'intérieur de la carte, ce qu'on appelle des altitudes donc précises. Donc il y a la plus grande la plus grande partie de la planimétrie. Le bleu représente tout ce qui est relatif à l'eau, donc les entités hydrographiques telles que les lacs, les rivières, les fleuves, les marécages et les marais. Le vert indique aussi donc tout ce qui est donc végétation, forêt, culture, donc tout ce qui est relatif à la végétation. Et le bistre, ou bien ce qu'on appelle aussi le marron clair, ou bien le brun foncé, est utilisé pour donc le bistre, ou bien le marron est utilisé pour l'orographie, ou bien ce qu'on appelle la représentation du relief. Donc nous commençons par l'établissement d'une carte, donc comprendre comment se fait les cartes topographiques. Donc effectivement, nous n'allons pas faire établissement d'une réalisation de carte topographique parce que c'est une chose qui est fastidieuse et prend beaucoup de temps. Actuellement, c'est des cartes qui se font directement par satellite. Alors, pour l'établissement d'une carte topographique, nécessite plusieurs opérations, dont les plus importantes sont d'abord le nivellement, qui est la mesure des hauteurs relatives de différents points d'un terrain, donc le mode de représentation utilisé et le système de courbe de niveau, et aussi le mode donc et la planimétrie, qui est donc la représentation de divers éléments de la surface terrestre sur laquelle la carte topographique sur la carte topographique par des figures caractéristiques conventionnées dont la signification est indiquée dans la légende que nous avons vue tout à l'heure. Alors nous commençons par les courbes de niveau. Donc la carte de courbe de niveau, effectivement, elle est construite à partir de ces courbes de niveau que nous avons établies par le nivellement. C'est quoi une courbe de niveau? Donc une courbe de niveau, c'est le lieu des points de la surface topographique ayant la même altitude. Ça veut dire donc si on mesure plusieurs points de même altitude, on peut relier entre ces points-là et on établit ce qu'on appelle donc la courbe de niveau. Donc c'est-à-dire l'intersection de la surface topographique avec un plan horizontal. Le principe d'établissement de ces courbes de niveau. Alors, considérons une série de plans. Donc aussi, vous voyez ici une série de plans parallèles, équidistants. Donc ça veut dire de la même distance, qui coupent idéalement une surface topographique. Les intersections de la colline, la colline avec ces plans, sont reportées sur le plan P. Ces projections se nomment courbes de niveau. Vous voyez ici, donc il y a un plan horizontal qui coupe
hein, plusieurs plans qui coupent carrément, donc horizontaux qui coupent la colline, et lorsqu'on fait la projection sur un plan P, on obtient des courbes de niveau, ça veut dire des courbes dont les points ont la même altitude. Ce que nous devons comprendre par ce schéma est que la topographie de la surface terrestre est restituée par l'intermédiaire de courbes de niveau. Ça veut dire on ne peut donc le seul moyen de représenter un relief, c'est à travers les courbes de niveau. Donc une courbe de niveau correspond à l'intersection de la surface topographique que vous voyez ici en vert. Donc vous voyez ici en vert. Que vous voyez ici en vert. On va avec ces plans, donc ces plans horizontaux qui sont bien sûr virtuels. Donc avec un plan horizontal d'altitude bien sûr donné. Donc elle joint donc un ensemble de points de même altitude. La différence donc d'altitude entre les plans horizontaux est appelée l'équidistance. Vous voyez ici, donc c'est une altitude qui est une distance qui est égale sur tous les plans parallèles. Donc cette projection ne peut pas être utilisée que par réduction. Donc on ne peut pas représenter même par exemple en prenant une ville, je sais pas, Tizi Ouzou, Béjaïa, donc n'importe quelle ville sur la Terre, on ne peut pas directement la projeter sur un support papier sans faire de la réduction. Et celle-ci est exprimée par un nombre fractionnaire qu'on appelle bien sûr l'échelle. Donc, par définition, l'échelle est le rapport de la longueur entre deux points sur la carte, donc le papier, et la longueur couplée horizontalement entre les deux points correspondants sur le terrain. Ça veut dire, c'est le rapport de la longueur sur la carte et sur la longueur réelle sur le terrain. Donc l'échelle, nous distinguons deux échelles. Donc il y a une échelle, ce qu'on appelle algébrique ou bien une échelle numérique. Donc on a E égale LC sur LT. Donc LC, c'est la longueur sur la carte, et LT, la longueur réelle sur le terrain. Les unités, il faut faire ça attention, les unités donc employées doivent être les mêmes au numérateur et au dénominateur. Donc une échelle par exemple de 50 millièmes signifie que 1 cm sur la carte représente 50 000 cm ou 500 mètres sur la Terre. Donc les échelles les plus courantes sont 25 millièmes, 50 millièmes, 100 millièmes et au-delà. L'échelle est d'autant plus grande que le dénominateur est plus petit. Alors, par exemple, ces deux points sont distants de 5 km sur le terrain et 10 cm sur la carte. L'échelle de celle-ci est donc E égale à 10 cm sur 5 km, qui est égal à 10 cm sur 500 000 cm. Donc, c'est une carte de 100, donc de 500 millièmes. Donc, la carte est dite de 50 millièmes, ou l'échelle de 1 sur 50 000. Donc, au-dessus, vous voyez une échelle, ce qu'on appelle l'échelle graphique, qui sont représentées par une droite donc subdivisée en segments gradués en kilomètres, donc avec bien sûr donc à gauche un segment de droite, ou bien ce qu'on appelle aussi un talon, gradué en centaines de mètres. Donc, selon l'échelle, la graduation indiquera des distances différentes. D'abord, maintenant, donc, les altitudes des courbes de niveau. Donc, l'altitude des courbes de niveau est souvent indiquée le long de leur tracé. Donc, vous voyez là, ici les tracés des courbes de niveau. Donc, on voit
bien sûr des valeurs à l'intérieur de ces courbes, donc 500, 450, 400. En principe, le bas des chiffres indique cette altitude est dirigée vers le bas de la pente. Donc vous voyez ici par exemple, voilà. Donc ici donc on voit clairement 400, 450 et 500. Donc le sommet est vers ce côté-là. Donc maintenant la notion qui sont très importante et qui est la notion de l'équidistance et la notion de l'écartement. Donc l'équidistance est considérée comme la distance qui sépare deux plans horizontaux successifs. Ça veut dire ce plan-là et ce plan-là. Sur la carte, elle correspond à la différence d'altitude entre deux courbes de niveau consécutives. Donc, il ne faut pas confondre entre l'équidistance avec l'écartement des courbes de projection sur la carte. Donc, voyez ici, donc ici c'est l'équidistance, donc on appelle équidistance, c'est une distance qui est égale sur toute la carte. Donc ici c'est l'équidistance. Mais l'écartement, lorsqu'on projette, on peut voir un écartement qui est différent d'un point à l'autre, et cet écartement a une signification importante lors de l'interprétation de notre carte. Donc l'équidistance est constante parce que donc donc égal. L'écartement est variable et dépend du relief. Donc généralement l'équidistance est donnée et indiquée dans la légende, comme vous voyez ici, donc en rouge. Donc elle est indiquée ici dans cet exemple. L'équidistance des courbes est de 10 mètres. Donc elle est indiquée généralement en bas de la carte, dans les zones plates à faible relief. Par exemple, elle est de 5 à 10. Donc 5 c'est pour toute la carte. Pour les zones montagneuses, elle peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Sinon, lorsque l'écartement entre les courbes est moins important, donc on risque d'avoir une densité trop grande des courbes de niveau qui rendent la carte illisible. Donc si l'équidistance n'est pas indiquée, elle peut se calculer en comptant sur une pente toujours montante ou descendante. Donc il faut voir d'abord là où les courbes de niveau qui sont clairs, il n'y a pas trop de variations. Donc on peut voir donc la pente montante et ou descendante. Donc le nombre d'intervalles séparant deux courbes d'altitude connues est égal à la différence d'altitude entre ces deux courbes divisée par nombre d'intervalles donnant l'équidistance. Ça veut dire, si je prends ce schéma, donc ce schéma-là, donc ce schéma, je vois très bien, donc il y a une pente ascendante ou bien descendante de ce côté-là. Donc si je vois, donc ici c'est H2, ici c'est H1, donc H1. Donc si entre ces deux courbes de niveau, j'ai plusieurs intervalles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc mon équidistance c'est H2 moins H1 sur le nombre d'intervalles qui est de 5. Donc 300 moins 200 sur 5 égale à 20 mètres. Donc l'équidistance ici, elle est de l'ordre de 20 mètres. Alors, propriétés ou bien les propriétés de courbe de niveau, ou bien les caractéristiques de courbe de niveau. Donc, différentes sortes de courbes de niveau. Donc, il y a il y a plusieurs coupes de niveau sont représentées sur les cartes. Donc,
Nous avons d'abord ce qu'on appelle les courbes maîtresses. Donc les courbes maîtresses sont les plus épaisses que les autres. Donc ils sont généralement en marron ou bien en marron très épais, donc de couleur assez consistante. Elles ont la particularité de porter des valeurs d'altitude de 200, 250, comme et notez que entre deux courbes maîtresses, il y a toujours quatre courbes normales. Donc les courbes normales, elles sont dessinées en traits fins. Elles s'intercalent entre les courbes maîtresses. Donc nous avons dit qu'il y a quatre courbes normales entre deux courbes maîtresses. Et des fois, lorsque il y a, donc pour apporter plus de précision, surtout dans les plaines, il y a des courbes, ce qu'on appelle les courbes intercalaires, donc elles sont dessinées en général en tirette, donc c'est des petits tirets. Lorsque la surface topographique est plate, donc dans les plaines ou bien dans des oueds agrandis, les courbes de niveau sont espacées. Pour amener plus de précision, on est conduit à ajouter une courbe dite intercalaire dont l'altitude diffère d'une demi-équidistance de celle des deux courbes qui l'encadrent. La densité de ces courbes de niveau, donc la densité ou bien ce qu'on appelle aussi l'écartement de ces courbes. Plus les courbes de niveau sont rapprochées, ça veut dire sont moins écartées, plus la pente est raide. Plus elles sont espacées, plus ça veut dire elles sont écartées, plus la pente est douce. Donc sur les formes aussi, on peut distinguer les formes caractéristiques des courbes. Donc elles peuvent dessiner aussi donc des cuvettes et des sommets. Donc si on voit des collines ou bien des formes de courbes qui sont concentriques, donc soit on peut avoir un sommet, soit une cuvette ou bien carrément une dépression. Donc un sommet est représenté par des courbes concentriques dont l'altitude centrale est plus élevée par rapport à l'altitude périphérique. Ça veut dire dans la périphérie, on commence à monter 50, 100, 100, 150 jusqu'à avoir par exemple un sommet de 210 ou je sais pas. Donc une ascendante. Donc dans ce cas-là, donc on est sur on monte vers un sommet. Donc le centre c'est un sommet et contrairement à une dépression, comme celle-là aussi. Donc la cuvette est représentée par des courbes concentriques toujours, dont l'altitude centrale, ça veut dire au milieu de eux, est plus basse par rapport à l'altitude périphérique. Ça veut dire, si on est sur la périphérie, on va vers le centre, donc on commence à descendre par exemple 200, 150, 100, je sais pas, jusqu'à donc à l'altitude minimale. Alors, les différentes formes des versants, donc le versant est caractérisé bien sûr par donc une pente. Donc la pente constante, on dit qu'elle est constante lorsque les courbes de niveau sont régulièrement espacées. Donc il y a un écartement donc régulier d'une courbe à une autre. Plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont rapprochées. Donc vous voyez ici, donc il y a un rapprochement de ces courbes, mais ils sont réguliers. Donc leur changement est régulièrement espacé. Plus la pente est faible, plus les courbes de niveau sont écartées. Donc il y a un écartement entre les courbes de niveau. Donc, il y a un deuxième type de pente, c'est régulièrement variable. Ça veut dire une pente
par exemple concave vers le haut, est caractérisé par des courbes de niveau de plus en plus écartées en allant vers le bas. Donc le premier schéma qui indique donc vers le haut, donc les courbes sont rapprochées, et puis lorsqu'on va vers le bas, ils commencent à s'écarter de plus en plus. Une pente donc convexe vers le haut, hein, vers le haut, est caractérisée par des courbes, voilà, des courbes plus en plus serrées vers le bas. Alors, et la troisième type de forme de versant, ce qu'on appelle la pente à variation brusque, et généralement lorsqu'on trouve, ou bien c'est le type caractéristique des changements abrupts, ou bien ce qu'on appelle les falaises. Donc l'écartement des courbes de niveau change brusquement, ce que vous voyez, et il est nettement visible sur une carte lorsqu'on passe directement d'un niveau à un autre. Donc il y a un changement brusque de courbe de niveau. Les formes donc des vallées. La ligne de Talweg, ou bien Talweg, c'est la ligne rejoignant les points les plus bas d'une vallée. Celle-ci est caractérisée par une forme de V. Donc lorsque vous trouvez une courbe de niveau qui forme un V, ça veut dire nous sommes sur un oued, une vallée. Des courbes de niveau. La pointe du V est plus ou moins aiguë ou émoussée, indique l'amont de la vallée. Ça veut dire la base du V indique l'amont. C'est là le point où vient de l'eau. Ça veut dire c'est l'amont de l'oued ou bien de la vallée. Les ruisseaux coulent dans les Talweg de l'amont vers l'aval. Donc, si on trouve deux V, donc le premier V, donc la base du V vers le haut du V. Donc c'est ça le sens de Talweg. Voilà, par exemple, sur sa figure ici, donc directement, je peux déduire que l'eau coule de ce sens. Voilà, c'est ça le sens de l'écoulement de cette oued. Donc, voyez ici des formes de V qui sont ici un petit peu serrées au niveau de... donc, c'est une vallée un petit peu étroite, ou bien un petit oued dans la région de Tizi Ouzou. Alors, nous avons deux types. Le premier type, donc c'est des courbes qui présentent un remboursement anguleux. Ça veut dire il y a un remboursement anguleux. Ça veut à la traversée du Talweg. Le V est très serré. Donc il constitue quand même une pointe très aiguë. Donc ici les oueds sont très ils sont très aigus. Et il y a un autre type lorsque le dessin, lorsque le oued forme une forme de U. Voilà, vous voyez une forme de U. La forme rappelle donc la vallée, donc serrée sur les versants. Hein, donc serrée sur les versants. Et donc la base de V ou bien de U, elle est très très écartée. Donc dans la partie plate. Donc relatif à deux grands oueds par exemple qu'on lui ici, donc la oued Somem, l'oued Sibaout, donc les majeurs est très très large. Nous avons ici ce qu'on appelle la dernière caractéristique, donc ce qu'on appelle les points de côté. Donc les points de côté occupent une grande place dans le figuré du terrain. Donc ils doivent répondre à trois impératifs. Aider la lecture des courbes de niveau. Donc pour lire par exemple des courbes de niveau, ces points de côté peuvent nous guider à lire des points de niveau parce qu'ils sont tellement nombreux. Donc on peut se référer, par exemple, si on trouve, je sais pas ici, 973 mètres, donc on peut savoir directement de quelle courbe on parle juste à côté. Définir les parties non représentées par les courbes
en raison de l'équidistance, par exemple, le sommet. Donc c'est un point, on ne peut pas faire une courbe de niveau sur un point. Les cuvettes aussi. Changement de pente, lorsque par exemple il y a un changement de pente abrupt, donc on peut mettre un point de côté. Donc servir aussi le point de départ et des opérations altimétriques sur le terrain. Par exemple, réglage d'un altimètre, interpolation d'une altitude entre les deux courbes. Voilà l'intérêt de ces points les points de côté. Maintenant, on passe à la deuxième partie qui est donc le profil topographique, c'est le plus important. Donc, maintenant, une fois nous connaissons la lecture de la carte topographique, donc de par ses couleurs et de par surtout ça, donc de par le courbe de niveau et la façon dont elle se compose ces courbes de niveau et leur allure sur la carte. Donc à partir de ces courbes, on peut qui est le seul support pour dessiner un profil topographique. Donc on connaît son interprétation des différentes formes que nous avons vues tout à l'heure dans la vidéo. On peut carrément dessiner facilement un profil topographique. Donc le profil se fait d'abord sur un papier millimétré. Donc il faut que l'étudiant ait un papier millimétré. Le profil achevé et ensuite reporté proprement sur un calque, donc une feuille transparente avec un rotring, ce qu'on appelle un rotring, ou bien carrément un rapidographe, ou bien un crayon de papier à mine dure. Pour ce type de travail, la représentation et le soin du dessin sont très importants. Donc, il faut que le travail soit bien clair, bien représenté et surtout bien propre. Donc, par définition, le profil topographique est l'intersection de la surface du sol par un plan vertical de la direction donnée. Autrement dit, c'est la représentation d'un plan vertical de la surface topographique. Alors, la méthode de réalisation de ce profil sur une carte. L'observation de la carte d'une manière générale. Donc, si vous avez devant vous une carte topographique, l'observation est très importante. Donc, il faut bien observer tous les traits qui coupent, bien le long du trait, donc de ce que vous allez tracer, la coupe donc il faut bien observer le trait de coupe pour se donner une première idée. Donc ça veut dire regarder autour du trait de coupe pour savoir l'idée du relief. Ça veut dire bien observer pour repérer les différentes pentes, le sens des pentes, la régularité de la pente, les sommets, surtout les sommets, les dépressions bien sûr, les vallées. Donc, est-ce que nous avons des oueds qui passent par le profil, le trait de coupe, ou bien il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a un sommet qui passe autour, trait de coupe, donc ainsi de suite. Donc, il faut bien observer pour au moins avoir une idée générale de ce que vous êtes en train de regarder. Donc, si vous avez déjà une idée générale sur le passage de votre trait de coupe, par exemple, il passe d'abord par une pente rude, puis il arrive à une vallée, puis il commence à monter vers une autre, donc il commence à monter un versant jusqu'à carrément atteindre un sommet, puis il descend, ainsi de suite. Déjà, vous avez une première idée de ce que vous êtes en train de faire. Puis, il vient maintenant de faire
Donc maintenant, on doit tracer notre profil donc avec exactitude. Et pour ce faire, il faut appliquer votre feuille de papier millimétré contre le trait de coupe, hein, contre ce trait. Donc il faut l'appliquer et puis on projette, hein, on projette les points d'intersection, tous les points d'intersection entre le trait de coupe et donc vous avez le trait de coupe et les courbes de niveau. Donc on les projette. Alors, juste pour une astuce, donc pour aller plus vite, on rapportera d'abord les courbes de maîtresse, donc les courbes maîtresses, donc en gras, et on affinera la topographie, donc si besoin, avec donc des courbes de niveau intermédiaire, ou bien ce qu'on appelle les courbes normales. Il faut faire attention, donc l'échelle verticale doit être, hein, la même que l'échelle horizontale, c'est-à-dire que celle de la carte, même si le profil apparaît trop petit. C'est pour donc donner donc ou bien figurer la réalité du terrain. Donc enfin donc une fois réalisé, donc nous avons projeté les différentes intersections entre le trait de coupe et les courbes de niveau. On doit tracer manuellement, bien sûr, on n'utilise pas de règles, manuellement le profil. Et puis on doit le porter correctement sur donc la feuille ou bien le calque, et le représenter d'une manière très claire et propre. Donc l'habillage, ce qu'on appelle la présentation, ou bien l'habillage du profil, est en fait indiquant les éléments donc suivants. On indique le titre, bien sûr, l'échelle, l'orientation, donc je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi l'orientation, les formes élémentaires et les ensembles du relief, donc traversés par le profil. Tous les ensembles physiques traversés par le profil, on doit les mettre une flèche et les rapporter sur le profil. Dans l'habillage du profil, on indique les éléments relevant du contenant et de contenu de la carte. Ça veut dire le premier, les éléments relevant du contenant de la carte sont le titre de la carte du profil topographique, les échelles, hauteur et la longueur. Donc on doit mettre une échelle de la longueur et la hauteur. L'orientation du profil de point de vue, plutôt points cardinaux à partir de la rose des vents. Donc vous voyez ici sur votre carte, ici ce qu'on appelle la rose des vents, bien ce qu'on appelle la rose ou bien la rose des directions. Donc vous avez le nord et le sud, et l'ouest et l'est comme des directions principales. Et puis à chaque fois on subdivise, on a le nord-est, le sud-est, ici le nord-ouest, sud-est, hein. Et puis on subdivise les deux, donc on prend toujours la direction principale nord-nord-est, hein. Ici sud-sud-est, ici est-nord-est, toujours là on commence la direction principale, est-nord-est, ainsi de suite, jusqu'à avoir les directions donc secondaires. L'orientation du profil est obtenue bien sûr donc à partir de cette rose, ce qu'on appelle la rose des vents, dont l'utilisation est illustrée par donc de cette figure. Voilà. Le centre de la rose des vents est posé au milieu du segment indiquant la coupe topographique. Donc pour bien faire, il faut que cette rose des vents soit faite sur un papier calque pour la poser directement sur votre profil, et que de cette façon on peut voir votre trait de coupe derrière ou bien directement à travers la feuille calque ou bien la feuille transparente. Le centre de la rose des vents est posé au milieu du segment indiquant la coupe topographique. L'orientation nord de la rose des vents doit coïncider avec le nord de la carte.
Donc ici, le nord, ici le nord de la rose doit coïncider avec le nord de votre carte, ainsi de cette façon. Si vous avez une coupe, on peut facilement, donc ici par exemple, ici c'est une coupe qui est ouest-est, on peut facilement donc orienter notre figure. Le deuxième, donc les éléments relevant du contenu de la carte, dans l'ordre du bas vers le haut, on indique les formes élémentaires, par exemple les vallées, les talus, les interfluves, les ensembles du relief, plateau, plaine ou montagne. L'habillage du profil prend en compte tous les faits physiques traversés, donc toutes les formes physiques traversées par la coupe. Voilà d'une manière générale comment donc mettre en propre votre profil. Donc vous voyez ici, d'une manière donc aussi votre feuille millimétrée ou bien votre calque. Vous avez votre profil qui est centré au centre, avec bien sûr une orientation de la coupe qu'on a vu, donc qu'on a orienté donc grâce à la rose des vents, donc sud-ouest, nord-est. Les échelles utilisées. Le profil doit être centré. La toponymie des points de côté, par exemple le bled, ici par exemple, s'il passe par une ville, on doit mettre la ville, les points de côté, donc le toponymie. Les échelles, l'échelle verticale. Ici, on fait un encadrant de la ville donnant le nom donc à la carte. Si c'est pas d'une carte de Tizi Ouzou, de Béjaïa, on doit mettre ici la ville et puis en localisation approximative de la coupe. Vous n'oubliez pas le nom de l'étudiant et son groupe et le nom bien sûr de la carte et son échelle. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo.